Les tractations pour la 14e législature à l'Assemblée nationale avec les constitutions des groupes parlementaires, enjeu, blocage, perspective, l'an 1 du coup d'État en Guinée-Conakry, quelle analyse en faire? Pour aborder toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche Ousmane Sène, directeur du WARC, et Ibrahima Kane, chargé des programmes au SIWA. L'Air du Temps, c'est avec Alassane Samba Diop de 10h à 11h sur e-radio. Septembre 2022 et bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit donc aujourd'hui Ousmane Sène. Ousmane Sène est directeur du WARC, West African Research Center, Centre Ouest-Africain pour la Recherche, et Ibrahima Kane qui est chargé de programme à OSIWA. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes rattrapés par des questions d'actualité. Elles concernent Dakar et ses inondations, sinon le Sénégal et ses inondations. On a constaté qu'hier, il a énormément plu à Dakar, un peu partout. Tous les quartiers sont presque inondés. Les populations ont eu du mal à sortir de chez elles. L'eau était partout, à des hauteurs des fois inestimables. Ensuite, il y a eu même un accident où un enfant a été victime d'un court-circuit électrique et qui est décédé. Ousmane Sène, comment peut-on analyser ces phénomènes d'inondation? On parle de changement climatique et certains parlent de dérèglement climatique. Mais au-delà de cela, quelles sont les mesures qui auraient dû être prises pour éviter ce genre de situation? La première mesure qu'il faudrait peut-être prendre à partir de maintenant, c'est d'interdire absolument la construction de quelques bâtisses que ce soit dans ce qu'on appelle les zones non édificantes. Ces zones-là étaient identifiées bien avant même l'indépendance. Tout le monde savait que c'est des zones qui risquaient d'être envahies par l'eau. Alors, je ne sais pas, par laxisme ou parce qu'on n'avait pas, comme on dit à Wolof, ñak pexe pexe la, on a construit là-bas, mais on voit bien que ñak pexe du pexe. Parce que ce qui se passe, c'est à force de vouloir avoir où mettre sa chaumière, on finit de la perdre. Donc je crois que là, il faudrait vraiment que les autorités soient beaucoup plus regardantes par rapport à ces constructions anarchiques pour que pareille situation ne se répète pas. Renforcer aussi les capacités d'intervention. Je voudrais bien me faire comprendre. Vous avez vu ce qui s'est passé au Pakistan, aux États-Unis, une zone aride où il n'a jamais plu depuis les 200 ans. Ce qu'on appelle the Death Valley, la vallée de la mort. Mais il y a tellement plu qu'il y a eu des inondations. Donc c'est des phénomènes naturels qui sont là, dérèglement climatique, changement climatique. Ça devrait permettre aux gens d'ouvrir les yeux et de se dire que le phénomène du changement climatique existe. Mais en même temps, et je termine sur ça, je suis nostalgique quand je vois ces pluies-là. Parce que c'est ce genre de pluie qu'on avait l'habitude de voir quand nous étions enfants et que nous allions à l'école et qui permettait aux paysans, aux populations rurales d'avoir de très bonnes récoltes et de pouvoir se suffire de leurs efforts. Donc il y a une combinaison. On le regrette qu'il y ait autant de maisons englouties, qu'il y ait des morts, mais en même temps aussi, regardons du côté du monde rural et qu'on se rappelle la sécheresse des années 70. Entre la sécheresse des années 70 et ce qui se passe maintenant, honnêtement, je dis en monde rural, on préfère ça pour pouvoir avoir de bonnes récoltes. Ibrahima Kane, Mounir Ndiaye, économiste, a fait le bilan de 15 ans d'investissement dans les inondations. C'est près de 5 000 milliards. On se demande où est passé cet argent. Est-ce qu'il a été englouti en les eaux? Alors, avant même de parler de ces 5 000 milliards en 15 ans qui ont été dépensés par l'État, je pense qu'il est important quand même de dater le phénomène. Ce n'est pas un phénomène qu'on a connu dans les années 70, dans les années 80. Moi qui suis relativement jeune, je me souviens, dans les années 90, il a plu presque 200 mm d'eau. Ici à Dakar, j'habite le quartier de Castor, mais 1 heure de temps après, l'eau était partie. Et donc, on n'a pas eu ce phénomène. D'abord, ce phénomène peut être daté avec la prise de pouvoir de Abdoulaye Wade et qui a vraiment installé dans le pays une sorte d'anarchie dans les constructions, une sorte de mauvaise gouvernance des questions liées à l'aménagement du territoire. C'est ça un problème. C'est vraiment, il faut nommer les problèmes. Cela dit, que l'État investisse des sommes aussi importantes
construit et qu'on n'arrive pas à trouver de solution montre à quel point il est important d'inventer de nouvelles formes d'aménagement du territoire. Je pense que la région de Dakar, qui concentre l'essentiel de ces problèmes, est une région mais qui est durement, non seulement qui étouffe, mais qui est durement affectée par ces problèmes. Vous savez, vous êtes aujourd'hui en train de parler de l'eau, mais il y a un autre phénomène qui nous guette et qui, si l'on y prend garde, va être encore plus dévastateur, c'est la destruction des filaos sur la côte. Oui, absolument. Il y a même une affaire actuellement pendante devant la Cour suprême parce que, encore une fois, des fonctionnaires de connivence avec des élus veulent couper les filaos qui ont été construits pour fixer les dunes, pour simplement acheter pour simplement s'accaparer des terres et faire. Donc, vous voyez que tout ça nous ramène à l'État. Je pense que c'est l'État qui doit repenser la politique d'aménagement du territoire et faire en sorte que Dakar, qu'on mette une croix sur Dakar en termes de développement. Dakar n'est pas le Sénégal. Dakar, c'est 0,3% du territoire national. Donc, il faut penser à sortir de Dakar, à faire en sorte que, quand on aménage, comme il l'a dit tout à l'heure, que les zones qui ont été considérées par ceux qui ont vraiment bien étudié le sol du pays, puissent dire que ces régions-là, ces endroits-là, on ne doit plus construire, mais on doit faire en sorte que les choses soient faites de manière à ce que la vie des gens ne soit plus en danger. Pourquoi une ville comme Mbour devient, comment dirais-je encore, aujourd'hui, un lieu d'inondation? Mais c'est parce que la manière dont les constructions ont été faites, alors que Mbour, n'a pas le même type de problème que Dakar. Donc vous voyez que la question de l'aménagement du territoire est une question centrale dans tout ça. Et tant que l'État, parce qu'actuellement, les 5 000 milliards là, ça a toujours été utilisé pour réparer. Mais pas pour réfléchir sur le long terme, pas pour penser le Sénégal dans 15, 20 ans. C'est vers ça qu'on devrait aller. Il pose un vrai problème concernant la boulimie foncière à Dakar. Le fait que des zones qui devaient des zones de captage d'eau, comme la zone de captage, aient été transformées en une zone d'habitation. Oui, et toutes les zones de Dakar devaient se reverser dans la zone de captage. Aujourd'hui, ceux qui vivent dans les zones de captage se plaignent d'être inondés alors qu'ils ne devaient pas être là. Oui, que l'État a permis qu'ils soient là. Ils ne devaient pas être là. Les responsables ne sont pas situés. Non, ils ne devaient pas être là. On leur a dit qu'ils ne devraient pas être là. Certains vont construire de nuit. Oui, mais voilà, comme c'est l'État. C'est l'État qui a aménagé. J'entends, mais il ne faut pas oublier aussi ce côté réfractaire et un peu vandale du Sénégalais. Si on permet à des gens de s'installer, c'est parce que l'État a laissé les gens s'installer. Mais ce que je dis, c'est-à-dire que j'ai parlé éventuellement du laxisme de l'État. C'est pour ça qu'on a besoin, au fond... Ah, mais c'est pas éventuel, c'est la réalité. Oui, mais c'est la réalité. Oui, je te le conseille, Alassane. Le laxisme de l'État, mais le laxisme du Sénégalais aussi. Ça, c'est très important. Notre comportement de tous les jours détermine notre futur. Or, nous ne sommes pas très policés et nous ne sommes pas prêts à suivre les règles et les respecter. On le voit tous les jours. La preuve, l'ONAS a dit que tout ce qu'ils avaient mis en place, il y a des gens qui sont venus s'amuser à mettre des sacs de sable là-dedans. Il y a aussi quelque part cette manie de la destruction que vous voyez d'ailleurs sur la corniche ouest près des monuments de la Renaissance. Ces barrières-là pour protéger, il y a des gens qui régulièrement viennent, détruisent ça et on reconstruit. Donc il y a cet aspect-là. Et ce n'est pas sanctionné. Ce n'est pas sanctionné ça. Oui. Mais de l'autre côté... Où sont les sanctions dans tout ça? Pardon. Où sont les sanctions dans tout ça? Oui, mais vous n'allez pas passer tout votre temps quand même à avoir déjà à 1h du matin à attendre les gens pour les empêcher de le faire. Je crois qu'il y a un civisme, il y a un minimum de civisme que l'on devrait avoir dans ce Sénégal. Regardez ce qui s'est passé. Quand il y a eu le Diola, la réaction c'était plus jamais ce genre de désordre. C'est ce qu'on avait dit, que les gens vont se discipliner. Vous avez donné aux coxeurs une semaine et après ils ont repris ce qu'ils faisaient avec les cars rapides. La discipline là et le civisme, c'est extrêmement important. Mais Alassane, en même temps, vous avez raison de le dire. Un État fort, ce n'est pas la tyrannie. Un État fort, c'est un État qui peut venir et imposer une rigueur et une discipline et personne ne peut déroger.
Mais je crois que aussi dans les actes que nous posons tous les jours, nous affaiblissons nos institutions et nous affaiblissons nos États. Et je ne le dis pas d'un côté ou de l'autre. Quelle que soit la personne qui dirigera ce pays, il se rendra compte qu'on a besoin d'un État fort pour imposer une certaine discipline à la population afin que les choses puissent avancer. À condition, évidemment, qu'on puisse servir d'exemple. Parce que vous ne pouvez pas pousser les gens vers le droit chemin si vous-même, vous n'êtes pas dans le droit chemin. Donc, si on faisait une sorte de ndep, il y a un certain nombre de choses qu'il faut retenir. On ne doit pas agir tout simplement en fonction de son bon vouloir et de ses intérêts égoïstes. Je vais construire ici par force, et quand l'eau viendra, non seulement moi je vais être englouti, mais l'eau engloutira mes voisins. C'est égoïste. Et c'est un comportement bien sénégalais. On a besoin d'un minimum de discipline et de civisme pour savoir que ce qui appartient à tout le monde ne vous appartient pas exclusivement. À la Lungour, d'où à la Loken. Mais tu fais ce que tu veux avec. C'est pas possible. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui a carrément bouché les canalisations de l'ONAS quelque part parce que tout simplement il voulait construire. Et ses voisins, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'autre, c'est véritablement, je le dis, un État fort et bon, un peu de civisme. Je crois qu'on nous a enseigné ça quand on était à l'école primaire. Qu'est-ce qu'il en est resté? Mais là aussi, on bat sa culpe. Si l'enseignant, je suis enseignant, si l'enseignant ne donne pas l'exemple, comment peut-il demander à l'élève de suivre l'exemple? Je crois qu'on devrait en revenir à ces fondamentaux. Je le disais à M. Khan tout de suite. Mes étudiants américains, dès qu'ils arrivent, ils ont leur banane, ils mangent. La première réaction, c'est prof, où est-ce que je vais mettre mes pelures de banane? Moi, j'entretiens mes fleurs là dans mon centre. Des gens viennent à nos activités, ils fument leurs cigarettes et jettent ça dans les pots de fleurs. Dites-moi, si vous ne reconnaissez pas ce Sénégal que je suis en train de vous décrire. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est moi qui suis dans les nuages. Si vous le reconnaissez, aussi bien au niveau des populations, aussi bien au niveau de l'État et des responsables, il y a des exemples qu'on doit montrer aux gens, qu'on doit montrer au grand public pour que les gens suivent. Alassane, vous avez votre BMW, vous mangez vos cacahuètes et vous jetez ça dans la rue. Ça, quand même, on le voit tous les jours et ce n'est pas la meilleure des choses. Alassane, juste pour rebondir un peu sur ce que vous aviez posé comme question, est-ce l'État ou les populations? Rappelez-vous les discussions autour de la construction de l'arène nationale. Toutes les populations se sont soulevées contre la volonté d'un ministre de construire coûte que coûte une arène dans un endroit qui n'était pas un endroit approprié pour la construction. À la fin de la course, le ministre a construit. La première saison des pluies qui a suivi, tout le cimetière était inondé. Alors, dans ce cas de figure, ce n'est pas la population qu'il faut blâmer. Ce sont les autorités qu'il faut blâmer. Et regardez, depuis qu'on a construit cette arène-là, qu'est-ce que ça a apporté aux populations? Il n'y a que des problèmes. Chaque fois qu'il y a la violence. Comment dirais-je, un combat, il y a de la violence, les gens cassent tout. Et pourtant, on a utilisé presque une vingtaine de milliards de nos francs pour construire. Si on avait construit une université à Pikine ou renforcé le lycée de Pikine, le civisme en aurait beaucoup gagné. Absolument. Voilà le genre de situation que nous vivons. Et ça montre à quel point le mal est très, très, très profond. Parce que aussi bien les politiques que les populations, chacun a sa part de responsabilité dans ça. Et on dit que dans un pays, les institutions doivent être fortes pour que le pays marche. Et ça nous permet d'aborder la nomination de Mamadou Badio Camara comme président du Conseil constitutionnel, remplaçant M. Pape Ousmane Sako, parti à la retraite. Le mandat est terminé. Oui. Comment on peut analyser cette nomination? Parce qu'il y a beaucoup de supputations par rapport à la nomination. Je ne suis pas juriste, mais je prends là où vous avez commencé. Des institutions fortes, un État fort. Je vous donne un exemple. Si les États-Unis n'avaient pas des institutions fortes, personne ne serait allé à Mar-a-Lago pour voir les dossiers secrets que Donald Trump a amenés chez lui. Et il risque d'être emprisonné. C'est l'illustration des institutions fortes. Alors, la nomination, il me sera difficile de me prononcer. Je me base sur ceci. Les gens qui ont analysé le cursus de Badio Camara
disent qu'il a un très bon cursus. Il y en a même qui disent que c'est tout à fait naturel qu'il finisse finalement là où il est, président du Conseil constitutionnel. Alors, moi, j'ai toujours dit que je reprends ce que les Sénégalais disent, mais je le reprends non pas en fonction des circonstances, mais je le reprends parce que j'y crois. Quand vous avez un procès au niveau du tribunal sénégalais, vous dites « j'ai confiance à la loi ou à la magistrature de mon pays ». C'est ce que vous dites. Mais si jamais on vide l'affaire et que vous perdiez, il y a de fortes chances que vous reteniez pour dire que les magistrats sont corrompus. Je refuse de dire ça. Honnêtement, je voudrais qu'on me considère dans ma fonction en tant qu'enseignant, même à la retraite, en tant que quelqu'un qui a toujours fait son travail correctement et qui a donné à ses étudiants ce qu'il leur devait. Je crois que j'ai fait ça. Au nom de ça, je devrais pouvoir dire si Bayo est là, c'est parce qu'il mérite d'être là. Et qu'on s'attend à ce qu'il fasse son devoir. C'est un magistrat. Si le président de la République lui fait confiance, ça veut dire que l'État lui fait confiance et qu'on le nomme au nom du peuple. À partir de ce moment, dans tous ces faits de tous les jours, ce devrait être le peuple qui est devant là et qui lui a confié une partie de ses prérogatives. C'est comme ça que je lis la situation. Oui, Badio a été nommé à un moment crucial. On va vers 2024, le débat sur le troisième mandat est posé. Bon, mais je reviens un peu sur ce que M. Sen a dit tout à l'heure, qui me paraît vraiment fondamental dans l'analyse de toutes les institutions judiciaires du Sénégal. Il dit que, comment dirais-je, la justice est rendue au nom du peuple. Mais celui qui est le plus absent dans tout ce qui concerne nos systèmes judiciaires, c'est le peuple lui-même. Il n'a pas droit à la parole. Il n'a pas le droit de dire comment lui-même voit le fonctionnement de ces institutions. Nulle part. Bon, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, cette institution est chahutée. On a vu lors des dernières élections législatives, les acteurs aussi importants que les partis politiques ont même décidé de ne pas demander à cette institution de se prononcer sur telle ou telle affaire. Ça veut dire que le nouveau président et la nouvelle membre, parce qu'il y a deux personnes lui, il a été nommé président, il était déjà au niveau de l'institution, mais il y a une dame, une avocate qui est Madame Dieye, je crois, Maître Dieye, qui vient d'être nommée. Je pense qu'ils ont une obligation de refaire redorer à l'institution vraiment ce blason-là d'une institution qui représente le peuple, qui rend la justice au nom du peuple. Et ça me paraît important. Et ça permet également de se poser la question de savoir, mais est-ce que, de par sa composition, surtout, parce que les questions constitutionnelles ne sont pas seulement des questions juridiques, c'est des questions sociologiques, c'est des questions sociétales, c'est des questions politiques. Ça m'amène à me poser la question de savoir, mais est-ce que la composition de ce Conseil constitutionnel reflète vraiment le souci de l'État de traiter de manière adéquate un certain nombre de questions qui seront posées à cette institution-là. Dans d'autres pays qui ont eu la même expérience, ce conseil s'est ouvert à des sociologues, à des historiens, à des gens qui permettent de bien camper les problématiques du pays et de leur trouver des solutions. Donc vous voyez que parfois on ne s'attaque pas aux vrais problèmes, on trouve d'autres voies pour gérer. Oui, dans l'imaginaire des Sénégalais, ils pensent que tous les gens qui sont dans le Conseil constitutionnel sont des magistrats. Oui, alors que ça ne devrait pas être. C'est pas ça. Il y a des membres qui sont des juristes, qui ne sont pas des magistrats. Et je pense qu'on devrait même faire la réflexion qui est celle de savoir, est-ce que on doit laisser à un organe le choix, c'est-à-dire la possibilité de choisir tous les membres du Conseil. Parce que là également, ici on dit que des propositions sont faites par l'Assemblée nationale, mais le dernier mot revient au président. Et cette idée que c'est le président qui nomme, dans un système vraiment démocratique, peut poser problème, parce qu'il y a 3 organes dans un État, mais on ne peut pas laisser à un des organes de pratiquement gérer l'autre organe, alors que
le Conseil constitutionnel joue un rôle de régulateur dans le fonctionnement des institutions. Donc vous voyez que c'est une institution tellement importante qu'il faut aussi revoir la manière dont on choisit les personnes, les hommes et les femmes qui doivent le faire fonctionner. Et ça, je pense que s'il y a des réformes à faire, pour moi, c'est un des chantiers les plus importants. Et c'est en cela que maintenant, on pourra faire en sorte que le peuple aussi puisse participer au choix. Par exemple, si l'Assemblée nationale choisissait, si le Haut Conseil des collectivités choisissait un membre, si les organisations de la société civile participaient au choix des personnes, là, jusqu'à présent, on ne parle pas de qualification. On parle simplement de participer au choix de ces personnes-là. Et donc, si cela est fait, on pourra ultimement dire que oui, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, reflète l'idée que vraiment ils rendent la justice pour les populations. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, c'est un choix politique qui est fait. Et bon, le choix politique aussi a ses conséquences. Mais pourquoi depuis Senghor jusqu'à Abdoulaye Wade, Macky Sall, Abdou Diouf, à chaque fois qu'on est dans l'opposition, la justice n'est pas indépendante. Et si on arrive au pouvoir, parce qu'on est dans l'opposition, on ne change pas les règles du jeu. On ne rend pas la justice beaucoup plus indépendante que ce qu'on dénonçait. Qu'est-ce qu'il explique aujourd'hui? Oui, cette duplicité, c'est la duplicité des hommes politiques dans ce pays. Rien ne marche tant qu'on est dans l'opposition. Dès qu'on sort de l'opposition et qu'on est au pouvoir, non, gars, soyez sérieux, tout marche à merveille. C'est-à-dire que cette capacité vraiment de changer de posture sans que ça vous pose un problème de conscience, moi ce que je ne comprends pas, il n'y a pas de logique dans cette situation-là et il faudrait que peut-être quelque part les politiques se disent il y a une limite à s'imposer. Pourquoi? Parce que nous qui sommes dans l'opposition aujourd'hui, nous serons au pouvoir demain. On n'a aucun intérêt. C'est le cas au Sénégal aujourd'hui. La plupart des gens qui sont dans l'opposition aujourd'hui étaient dans le pouvoir hier. Ils n'ont rien changé quand ils étaient au pouvoir. Ceux qui sont dans l'opposition, qui venaient au pouvoir aussi, ont conservé les mêmes choses. Mais vous voyez des prémices dès maintenant. Alors qu'ils vont aller à l'Assemblée nationale, on commence à voir que ce qui a été promis avant ne va pas se faire. Au contraire, c'est la répétition de la même façon de faire. Rien ne vaut au Sénégal parce que tout simplement, je n'ai pas le bâton du pouvoir. J'ai le bâton du pouvoir, on est dans le meilleur des pays. Cette attitude-là, ça doit changer parce que les hommes politiques, c'est tous les leaders, c'est eux les exemples qu'on doit suivre. Si tant est qu'ils sont devant et qu'on les voit tous les jours, il faudrait quand même que quelque part ils se restreignent par rapport à certains excès ou par rapport à certaines attitudes qui ne sont pas vraiment la meilleure illustration de la citoyenneté. Mais pour parler de ces nominations, ça n'entache pas la démocratie, c'est selon. Si vous prenez les États-Unis, la plupart des grands postes, c'est le président qui nomme, et en plus de ça, ceux qu'il nomme sont de son parti. C'est ça qui se passe. Mais, il y a une façon de vérifier tout ça et de s'arranger pour que ça marche correctement. Tous ceux qui sont nominés, qui sont pressentis aux grands postes, sont auditionnés par le Sénat. Vous venez... 2 heures, 3 heures, des jours, on vous interroge, et quand les sénateurs et les représentants sont convaincus que votre profil est bon, mais on vous confirme. Donc le président peut nominer, c'est-à-dire pressentir quelqu'un à un poste, et c'est sa prérogative, mais le peuple intervient en tant que les représentants du peuple vont auditionner le futur directeur de la CIA, le futur directeur du FBI, le futur directeur de l'aviation et même ceux qui seront plus tard membres de la Cour suprême. On pourrait faire ça au Sénégal. Le président garde sa prérogative. Ceux qui sont nommés aux États-Unis ont un métier. Ils n'ont pas fait de la politique de métier. Non. Chez nous, la plupart de ceux qu'on nomme aujourd'hui, c'est la politique de leur métier. Ils n'ont pas d'autre activité. Non, ils ont d'abord un métier. Oui, ceux qui, aux États-Unis, je dis. Voilà. Au Sénégal, ils ont un métier, mais aussi ils sont engagés politiquement. C'est-à-dire qu'on peut ne pas
l'exclure. On peut être engagé politiquement, mais que la politique ne soit pas votre gagne-pain. C'est ça aussi. Mais au Sénégal, c'est ça le gagne-pain. Mais je vois certaines têtes. Effectivement, c'est la politique. On ne peut pas être... Politique, c'est pas un métier. Vous n'avez jamais vu une carte d'identité ou un passeport où on vous dit métier, vous dites politicien. Ça n'existe pas. Ah, si, au Sénégal, mais si. effectivement, il y a des gens qui vivent, je ne peux pas dire qui vivent de la politique, qui vivent dans la politique toute leur vie, ad vitam aeternam. Il faut aussi que ça change. Mais l'autre question, c'est ceci. Nous trois qui sommes là, pourquoi on ne va pas aussi mouiller le maillot en politique? C'est ça aussi. Vous avez des gens qui sont dans la politique. Qui y sont? Parce que tout simplement, ils n'ont rien d'autre. Mais ceux qui ont quelque chose d'autre, dans la mesure où ils analysent, quand vous analysez, j'analyse, Alassane, vous analysez. Mais pourquoi on se dit, si la nature a horreur du vide, si on n'y va pas, nous qui avons de bonnes intentions pour ce pays-là, d'autres qui pensent à autre chose vont y être. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les tractations à l'Assemblée nationale pour la constitution des groupes, le député Thierno Bokoum a fait un papier retentissant qui a secoué l'inderno politique sénégalais en disant, au fond, c'est pour se partager le gâteau. Parce que les présidents de groupes parlementaires ont des avantages énormes. C'est comme ça qu'il a posé le débat. Oui, mais je pense qu'il est dans la posture du politique. C'est-à-dire, il aurait, je pense qu'il serait aujourd'hui dans la situation de certaines coalitions qu'il ne se serait pas prononcé de la sorte. Jusqu'à preuve du contraire, on s'est donné, l'Assemblée nationale permet à un groupe, 17 députés, de constituer un groupe parlementaire. Pour moi, à l'intérieur de ces 27 s'il y a la possibilité de constituer des groupes parlementaires, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'État a les ressources pour que cela puisse bien fonctionner. Mais le fond du problème, ce n'est pas tant le nombre de groupes parlementaires, le nombre de vice-présidents et autres, c'est quel est le rôle de l'Assemblée dans le système politique sénégalais. L'Assemblée a un rôle de proposition, a un rôle de contrôle, a un rôle de veille. C'est ça. Ce sont ces choses-là qu'on aimerait voir l'Assemblée poser et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans une situation où tout ce que veut le pouvoir est réglé comme lettre à la poste. On ne peut pas comprendre qu'une Assemblée composée de 165 députés qui ont la possibilité de faire des propositions de loi, mais qu'aucun de ces députés en 5 ans n'ait jamais pensé faire de loi. Que l'Assemblée nationale se transforme en un repère de voyous, de gens qui c'est ça qui vraiment entache l'image de l'institution parlementaire. Mais est-ce que le choix du député ne pose pas problème dans ce pays? Le profil du député, on a élu qui pour représenter les gens à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils sont capables, excusez-moi le terme, je les respecte beaucoup, certains d'entre eux, sont capables de porter le débat? Oui, mais tant que le système politique sénégalais fonctionnera autour de ce qu'on appelle les partis politiques, parce que moi, personnellement, si vous me posez la question, je trouve que dans l'histoire politique du Sénégal, il n'y a eu qu'un seul parti politique. C'est le parti, l'UPS, après, et le Parti socialiste. Tout le reste, c'est des individus qui utilisent des organisations comme rampe de lancement dans la vie politique. En dehors de ça, ça n'existe pas. Donc, tant qu'on restera avec un système pareil, regardez dans les choix. Les choix ne sont pas opérés par les populations, les choix sont opérés par les chefs dans l'anonymat d'une chambre. Et d'ailleurs, la conséquence de tout ça, c'est que quand celui qu'on propose n'est pas accepté par la base, il y a toujours un vote sanction. On l'a vu dans... Et ça, donc notre système politique, il est malade. Il est malade de tout ça, il est malade du fait que ceux qui sont censés vraiment le faire fonctionner le font à leur guise. Il est malade aussi du fait que jusqu'à présent, et là ma critique est vraiment très sévère, et je ne suis pas le seul, le WARC a organisé beaucoup de réunions au cours desquelles c'est ressorti, c'est qu'on n'a jamais depuis l'indépendance voulu transformer ce pays-là. On n'a jamais transformé ce pays-là politiquement, socialement,
sociologique, rien. On a toujours, c'est-à-dire le pays tel qu'il fonctionne, c'est juste une excroissance du système colonial qu'on nous a légué. Et tant que on ne fera pas ce pas-là de transformation, on continuera dans un système pareil. Tout à l'heure, vous parliez du fait qu'on soit de l'opposition ou du parti quand on vient au pouvoir. Je vous rappelle cette anecdote-là, pourquoi qui était vraiment... Wade a toujours été l'icône de ce qu'on appelait le SOPI, le changement. Quand Wade est venu au pouvoir, vous vous rappelez de ses problèmes avec Mbaye Jacques Diop. Mbaye Jacques Diop est allé à la télé en disant « Wade m'a demandé « Comme si Wade était un roi au Sénégal. C'est-à-dire que c'était le poste de président du Conseil économique social lui appartenait et que c'est... Mais vous imaginez, mais ça c'est une mentalité typiquement coloniale. Typiquement coloniale, c'est-à-dire le chef fait ce qu'il veut. Et voilà le système dans lequel on a toujours navigué. Et tant qu'on ne revisitera pas, tu vois, ce système, qu'on ne changera pas, on ne transformera pas ce système. Mais est-ce que justement, monsieur Ousmane Sène, cette incapacité, d'inertie à transformer des choses, quelque part transfigure dans ces tractations au niveau de l'Assemblée nationale? Tractations pour avoir les postes, pour se tailler la part de lion, pour avoir de l'essence. Ces genres de choses-là, aujourd'hui, qui devaient être peut-être pas mises sur la place publique. Oui. J'y passais l'autre jour et je me dis, bon, je vais être peut-être un peu plus généreux. Je ne veux pas les voir en tant que des gens qui ont les yeux sur ce pactole qu'on réserve au président, au vice-président de commission, etc. Et soyons peut-être un peu plus généreux. Mais je crois que ça, vous avez parfaitement raison. L'Assemblée nationale a un rôle de contrôle et de veille, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle le fait? Un rôle de contrôle et de veille. Est-ce qu'elle le fait? C'est ce que j'en viens là. Qu'est-ce qui empêcherait aux membres de l'Assemblée nationale d'identifier les grands chantiers de ce pays-là et chaque année d'aller voir ce qui se passe pour qu'on évite certaines choses? C'est sa fonction. Qu'est-ce qui l'empêche, une fois qu'une proposition de texte aura été soumise à leur attention, qu'il étudie et qu'il fasse des réserves ou des propositions? Vous avez raison, ça, on ne voit pas l'Assemblée nationale faire ça le plus souvent et on aimerait voir ça beaucoup plus. Mais pour en revenir aux politiques, parce que ceux qui sont à l'Assemblée, c'est des politiques, c'est-à-dire cette capacité de tout tirer vers le haut et d'essayer quand même de s'en tenir à ses promesses. Vous avez parlé de Wade. Vous vous rappelez Wade qui prêtait serment au stade? Qu'est-ce qu'il avait dit? L'exercice solitaire du pouvoir est révolu. Pendant tout le temps qu'on a été avec Wade, 12 ans. Oui. Qui c'est le constant ou la constance? C'est Wade. Et avec une identification avec le parti, le PDS sans Wade, c'est rien du tout. Et vous avez raison. La seule formation politique qui faut fonctionner sans nécessairement dépendre d'un seul homme, c'est le Parti socialiste. Je ne sais pas s'ils ont toujours cette capacité-là, mais c'est eux qui sont structurés de manière à ce que ça fonctionne, que les gens restent ou partent. Donc je crois que, Alassane, vous avez raison, c'est-à-dire ce sens aigu des responsabilités qui fasse que vous puissiez vous dire, je vais travailler à la hauteur de ce qu'on me paye. C'est important. Et là, je suis désolé, il y en a d'autres peut-être qui le font. Mais je me rends compte que peut-être ceux qui sont devant, tant qu'ils ne montrent pas l'exemple, on ne peut pas parler de ceux qui sont derrière. Et ça, c'est important. Ils sont la vitrine du Sénégal, ils sont la vitrine de la politique du Sénégal. Il faudrait qu'ils fassent en sorte que les gens puissent les identifier comme ceux qui sont là pour faire le mieux qu'ils peuvent pour le pays. La preuve, c'est qu'on a parlé de cet abstentionnisme pour l'élection des députés. Mais moi, j'ai dit quelque part, au fond, dans la tête d'un Sénégalais ordinaire, qu'est-ce qu'un député? Qu'est-ce qu'il fait? Dans la tête d'un Sénégalais ordinaire, vous lui dites, et votre maire, il va vous dire, ah, dis-moi, monsieur ordonnance Kerok. Le maire, ah, il est venu nous faire une visite de courtoisie. Le maire est visible. Vous dites présidentiel. Le président, tout le monde le connaît et tout le monde s'intéresse à la fonction de président. Mais la fonction de député, le Sénégalais ordinaire, pas vous, pas moi,
Le Sénégal est très ordinaire, depuis Dakar jusque dans les villages. Si vous leur demandez qu'est-ce que fait le député, ils votent des lois. Ah, voter des lois, c'est quoi? Donc, l'enjeu n'est pas aussi important parce que le député a décidé de ne pas aller vers les populations et de se faire voir, d'entamer des actions positives pour que le peuple se dise « il est député ». C'est le sens étymologique. Il est député, il est mon représentant. Donc ça aussi, il faut qu'ils se battent la coulpe un peu pour pouvoir peut-être changer un peu leur manière de faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une baisse de la qualité de la classe? Il n'y a pas une baisse de la qualité de la classe politique au Sénégal? Ah, quelque part, écoutez, moi les jugements, mais... Je ne juge pas, je pose non, des questions. en tout cas, le Je débat... ne juge pas, je pose en des tout questions. cas, le niveau du débat est très bas. Ça, vraiment, le niveau du débat est très bas. Des injures, des rocottales, ça, vraiment, ça ne tire pas la politique vers le haut. Et c'est pour ça, et je reviens à ce que je vous avais dit, c'est pour ça que peut-être des gens comme vous ne voulez pas vous engager parce que vous vous dites, c'est un terrain sordide. Et c'est un paradoxe. Le terrain des hommes qui ont la responsabilité de faire ce pays-là, de le construire, on se dit que c'est un terrain sordide. Les insultes, la corruption, les passeports, tout ce qu'il y a de sale et de rebutant, la plupart du temps, va avec les hommes politiques. Cette donne-là, Alassane, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir changer ça? On avait espoir avec cette jeunesse montante, mais il y a un certain discours que l'on entend, je crois que ça ne donne pas espoir. Espérons que j'ai tort et que mon analyse n'est pas bonne et qu'il y a de la très bonne graine à l'intérieur, j'espère. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention pour éviter ce qui s'est passé en Guinée? Demain, c'est l'an 1 du coup d'État en Guinée. On a vu les militaires prendre le pouvoir en Guinée. La transition en Guinée pose beaucoup de problèmes, beaucoup de morts, les manifestations interdites, le pouvoir militaire en Guinée. Comment analysons cette première année de gestion du pays? Bon, on passe du Sénégal à la Guinée. Oui, mais les trajectoires des deux pays ne sont pas les mêmes. Le Sénégal était un peu l'enfant gâté de la colonisation française. Le passage de la colonisation à l'indépendance, après la parenthèse Fédération du Mali, a été une trajectoire plus ou moins paisible. Il n'y a pas eu de grand... Alors que dans le cas de la Guinée, mais depuis 1958, voilà un pays qui nage dans les problèmes. Oui. Depuis 1958. Et une des différences d'ailleurs avec le Sénégal, c'est que en 1958, j'ai eu l'occasion de parcourir le discours de Saïfoulaye Diallo, qui était le premier président de l'Assemblée nationale guinéenne. En fait, c'est lui-même qui a proclamé le 2 octobre l'indépendance de la Guinée. Il disait, à l'époque, en 1958, figurez-vous, que oui, on nous a demandé d'avoir une constitution pour être un État digne et respectable. Mais ne venez pas nous demander comment on applique les dispositions de cette constitution. 58. Et la suite, on la connaît. Déjà. Il y a le Cambouaro, il y a un pays qui a été complètement mis à plat, non seulement par ses coups, mais aussi par l'hostilité de la France vis-à-vis de la Guinée, parce qu'il ne faut pas aussi dédouaner la France dans ce domaine. La France a tout fait, surtout avec, comment il s'appelle? De façon méthodique. Voilà, de façon méthodique, tout fait pour que casser la Guinée. Pour casser la Guinée. On se retrouve dans cette situation. Et curieusement d'ailleurs, c'est Lansana Conté qui a été celui qui a essayé de poser les jalons de l'état de droit en Guinée, grâce à des universitaires qui ont vécu pour la plupart ici au Sénégal. Il y en a encore. Voilà, Silla, Barry. voilà, tout ça, et qui ont vraiment aidé à bâtir. Mais malheureusement, vous savez, il faut des générations pour asseoir une culture démocratique, pour asseoir un état d'esprit. Et Lansana Conté n'a pas eu ce temps-là. La Guinée a été un pays où on a systématiquement opposé les ethnies les unes aux autres. Alors que une autre particularité de ce pays, c'est l'un des rares pays africains où toute la population parle 3 langues.
le Peul, le Soussou et le Malinké. C'est l'un des pays les plus métissés d'ailleurs. Voilà, le plus métissé un nom de famille en Guinée ne représente pas l'appartenance ethnique d'une personne. Et pourtant, on se retrouve encore dans ça. Donc, et après la mort de Sékou Touré, on n'a eu que des régimes militaires. Pour moi, Condé plutôt, a été une parenthèse. Et Condé, pour moi, a été le reflet, encore une fois, je reviens, parce que pour moi, Condé et Wade, c'est kiff-kiff. Oui. C'est la même chose. Leur référence, c'était le système colonial qu'ils ont vécu. C'était le pouvoir personnel. Et il n'a fait que ça. Et donc, c'est lui-même qui a créé les conditions de la prise du pouvoir par des militaires. Et maintenant, on se retrouve avec un militaire, figurez-vous, qui est caporal, qui était caporal dans l'armée française. Quand vous l'entendez parler, vous savez même qu'il fait des efforts pour parler. C'est un légionnaire. Voilà. Bon, je ne voulais pas aller jusqu'à ce point. Voilà cette personne qui, aujourd'hui, tient les rênes de ce pays. Alors, que pouvez-vous espérer d'un tel personnage? C'est qu'il va développer la Guinée. Que non. Qu'est-ce qu'il va en faire? Mais peut-être suivre un certain nombre de... En tout cas, ceux qui l'aident. Et je pense qu'il est important ici de noter que l'attitude de la France est suspecte. C'est le seul pays qui ne dit absolument rien sur la situation actuelle de la Guinée. Et pourtant, c'était l'ancienne puissance coloniale. Et ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que on se retrouve aussi avec une classe politique qui, à mon avis, aurait dû mieux aborder cette phase avec les militaires sans aller dans la castagne. Vraiment la confrontation. On aurait pu essayer de trouver d'autres moyens de gérer cette période transitoire. Et la troisième chose que je dirais, et qui montre à quel point on navigue à vue, c'est qu'il n'y a pas de lisibilité dans ce que les militaires veulent. Le monsieur est venu à la tête des militaires en disant qu'il veut que la Guinée vraiment se réconcilie avec elle-même. Premier acte posé, on nomme l'aéroport Sékou Touré. Quelqu'un qui a eu la main tachée de sang. Donc, on ne comprend pas. Deuxième chose, vous voulez que tout le monde discute de l'avenir du pays, mais vous interdisez les partis politiques, vous interdisez les coalitions, vous arrêtez les gens, vous tuez des gens pour quelqu'un qui veut réconcilier le pays, qui veut que plus une goutte de sang ne soit versée dans le pays. Donc, un an après, mais on tourne en rond et il n'y a pas de direction. Exact. Et la plupart des hommes politiques guinéens sont en prison à cause de la CREF. Ils sont accusés d'avoir fait des détournements d'argent. D'autres ont fui le pays. C'est le Dalam Diallo aujourd'hui est quasiment en exil de la Guinée. Sa maison a été rasée. Il est en Allemagne aujourd'hui pour parler de son pays. Il y a un problème de gestion peut-être des institutions en Guinée. Et cela légitime la question que vous avez posée à Alassane parlant de l'Assemblée. Vous avez dit, est-ce que ceux qui vont aller à l'Assemblée sont vraiment représentatifs par rapport aux missions qu'on leur donne? On peut élargir la question. Est-ce que ceux qui s'engagent dans la politique en Afrique, véritablement, ont ce qu'il faut pour pouvoir prétendre diriger nos pays? Parce que pour le faire, il faudra quand même avoir une certaine maturité, un certain sens des responsabilités pour s'élever au-delà de certaines contingences. Ça, c'est fondamental. Parce que si vous êtes là au ras des pâquerettes, vous faites exactement ce dont vous avez parlé par rapport à la Guinée. Sékou Touré avait fait des Peuls son canon fodder, c'est-à-dire sa chair à canon. Vous avez dit Diallo-Telli, Barry 3, Barry 1, Barry 2, tous ces gens-là sont allés au camp Boiro. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité, les raisons qui faisaient qu'il devait avoir de craindre quelque chose, c'était les Peuls. Comment vous pouvez prendre une ethnie et dire que tous ces gens-là sont des traîtres? Et la contradiction, c'est que le peuple guinéen est tellement bien
sous des communes-nations, les Djoula, pas les Djoula, les Malinké. Voilà, les Malinké, les Peuls et les autres sont ensemble, les Soussous, et vivent ensemble. On les voit même à Dakar, comment ils s'organisent. Et toi, le président, tu viens, tu veux tout couper parce que tu dis que ces gens-là sont la menace. La façon aussi dont on a traité d'Alain Diallo, c'est pas absolument juste. Quand vous en êtes à ce niveau de réflexion et à ce niveau d'action, vous êtes incapable de penser à l'intérêt supérieur de la nation. Vous fonctionnez en fonction de vos frivolités, en fonction de vos frémissements, mais à partir de ce moment, vous n'êtes pas un bon leader. Donc vous avez posé à Alassane une question fondamentale. Les leaders africains méritent-ils d'être là où ils sont? En tout cas, pour la plupart. Parce que cette manière de gérer les situations, gestion clanique, gestion familiale, hostilité interethnique, et vous surfez sur ça, à partir de ce moment, vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes en train de détruire. Vous avez parfaitement raison. Et moi, je suis toujours rétif et réticent, surtout quand j'ai vu 2 militaires, hier, le dirigeant du Burkina Faso en tenue treillis, le dirigeant guinéen en tenue treillis, malien en tenue treillis, et ils sont là, ils dirigent. Je l'ai toujours dit, les militaires, on ne peut pas leur donner 2 pouvoirs en même temps. On vous donne le pouvoir et la légitimation de la violence avec votre pistolet, avec votre mitrailleuse. On ne peut pas en même temps vous donner le papier et le stylo pour que vous signiez des décrets. Ce n'est pas possible. Donc, la solution des militaires qui font des coups d'État, quels que soient les coups d'État institutionnels, comme les gens parlent, cela ne légitime absolument pas la présence des militaires. D'autant plus qu'on a déjà vécu ça et ça nous a porté malheur. L'Afrique des années 70 jusqu'aux années 80, c'était l'Afrique des coups d'État. Qu'est-ce que Mobutu a apporté? Qu'est-ce que Jean Bedel Bokassa a apporté? Qu'est-ce que Mengistu Haïlé Mariam a apporté? Donc il y a comme une hirondelle. Hein? Il y a une hirondelle dans tout ça. C'était Thomas Sankara. Poser des jalons quand même. Oui, d'accord. Mais laissez-moi commencer. C'est que Thomas Sankara... C'est autre chose, hein? Oui, mais Thomas Sankara est resté un symbole et un mythe. Pourquoi? Il n'est pas resté longtemps au pouvoir. Je ne sais pas ce que Thomas Sankara allait faire, mais je n'ai pas vu Thomas Sankara dérouler sur 20 ans pour qu'on confirme ce qu'on a vu sur lui ou qu'on l'infirme. Ne l'oubliez jamais, 5 ans de pouvoir, c'est rien du tout. D'ailleurs, regardez la stratégie de Mandela. Il y a des frémisses quand même. Non, regarde la stratégie de Mandela, je dis. Il a tellement voulu rester ce qu'il était et qui il était qu'il n'a pas voulu rester au pouvoir. Le pouvoir, dès l'instant que vous commencez à inscrire votre trajectoire dans la durée, à partir de ce moment, votre visage risque de changer. Je rends un grand hommage à Thomas Sankara, mais je dis il n'a fait que 5 ans. Et la Guinée aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, qu'est-ce qu'il peut arriver? Je pense que les lendemains ne sont pas reluisants. Parce que vous savez qu'actuellement, la Guinée fait l'objet de sanctions au niveau de la CEDEAO. Et la CEDEAO, en principe, doit prendre d'ici quelque temps une décision concernant le dernier type de sanctions à prendre concernant la Guinée. Ou bien la Guinée vient avec un agenda de la transition qui est accepté, ou bien elle va subir les mêmes types de sanctions que le Mali a connu. Actuellement, le médiateur, l'ancien président Yahya Boni, est en train de se démener pour au moins arrondir les angles, mais avec beaucoup de difficultés. Imaginez par exemple qu'on lui interdit même de voir un certain nombre d'acteurs importants de la scène politique à l'heure actuelle, et ça risque de ne pas vraiment être à l'avantage des militaires. Deuxième chose, parce qu'il y a aussi un danger qui guette le pays, c'est le danger d'une radicalisation de la classe politique vis-à-vis des militaires, et qui donc n'augure pas
de lendemain meilleur, en tout cas au plan de la sécurité, au plan de la paix. Et vous avez parlé un peu du silence de la France dans tout ça. Jeune Afrique a fait un article qui est sorti la fois dernière en disant Idi Amin Dada, qui est là-bas le ministre de la Défense, a été reçu en France, qui aurait un projet d'une base militaire française en Guinée. Ça ne serait pas surprenant. Vous savez... dans le Golfe. Voilà, pourquoi ça ne serait pas surprenant? Parce que depuis qu'il y a... Bon, d'abord, l'actuel président de la Guinée, son épouse Française. est une gendarme en activité. Française. En activité. Lui-même est un ancien légionnaire. La deuxième chose, c'est que quand on regarde les dernières années, en tout cas du pouvoir de Condé, il a eu beaucoup de problèmes avec la France. Non seulement problèmes personnels, mais aussi sur le secteur économique. Vous savez que la Guinée, on a dit que c'est un scandale géologique. Oui. Et ce que l'on constate, c'est que les militaires à l'heure actuelle sont en train de casser des contrats, surtout avec les Chinois et les Australiens, et les Français sont en embuscade pour voir comment ils peuvent prendre. Et Sarkozy qui est très proche de Petit Sémètre. Voilà, et donc tout ça montre que il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, dans les coulisses, dont on n'a pas tous les éléments et qui montrent que la France est en train de manœuvrer. Mais quelle que soit la manœuvre, je pense que tant que l'on ne réglera pas ces problèmes de fond, c'est-à-dire le retour des militaires dans les casernes, que la Guinée arrive à se doter d'une constitution qui reflète autant sa diversité, mais aussi qui reflète son désir de mettre un terme à plus de 60 ans de vie difficile, on ne s'en sortira pas. Que les Français viennent, ça ne réglera pas que les Français restent là-bas, ça ne réglera pas le problème, à mon avis. Il faut qu'on trouve ces solutions. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Merci infiniment à Ousmane Sène, directeur du WARC. Merci à Ibrahim Khan, chargé de programme à Osiwa. Au micro, Alassane Samba Diop, technique Biran Cissé. Excellent dimanche à tous. Merci. Vous écoutez e-Radio.